l'écologie dans ton assiette. Éco-table. Les militants s'invitent à table. Bonsoir à toutes et à tous. On va reprendre sur cette dernière table ronde de l'après-midi avant le moment que vous attendez tous et toutes, qui est la remise des prix du palmarès des tables engagées par Écotable. Avant ça, on a une dernière petite heure ensemble pour parler d'un sujet hautement d'actualité finalement en ce jour de la Terre qui est le 22 avril, de la santé des sols à la santé dans l'assiette. Une assiette saine, ça commence par un sol sain et participer à limiter la pollution et choisir une alimentation cultivée sans pesticides, c'est l'une des premières étapes pour préserver sa santé. Si certains leviers sont actionnables par les individus ou les restaurateurs et les restauratrices, le changement doit être systémique et global, également actionné par la sphère politique et institutionnelle pour protéger à la fois les corps et les sols. Donc, quelles sont les plus grandes menaces qui pèsent sur notre alimentation ? Comment limiter la toxicité de ce qu'on ingère ? Est-ce qu'on est tous contaminés, comme le dit Camille Etienne, qui nous a encore alertés dernièrement ? On tente d'y voir plus clair avec notre panel, Angèle Ferreux-Mag, chef naturopathe, derrière la guinguette d'Angèle, autrice de nombreux livres, dont certains que tu nous as apportés. Jean-David Zetoun, docteur en médecine, auteur du livre Le suicide de l'espèce, entre autres travaux. Et Alexandre Lessens, responsable grand compte chez Boréal Hygiène. Merci à tous les trois d'être avec moi pour cette dernière table ronde. Angèle, pour commencer, tu as entre autres beaucoup de choses d'ailleurs. Tu es une cuisinière formée à la naturopathie. Tu travailles avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, à faire le lien entre santé des sols, santé dans l'assiette. Tu as notamment travaillé sur les zones bleues, ces régions du monde où la longévité des habitants est très nettement au-dessus de la moyenne, en Italie, dans certaines régions de l'Italie, du Japon, en Crète, au Costa Rica. Pour quelles raisons déjà ces zones sont particulièrement notables et comment on fait le lien justement entre sol et assiette dans ces zones à forte longévité ? Alors ces zones, c'est vraiment, on peut vraiment, enfin ça illustre parfaitement le sujet parce que les zones bleues, en fait, alors au départ c'était pour France 5, je suis partie faire un documentaire avec un médecin généraliste sur ces zones-là et pour essayer de découvrir les raisons pour lesquelles les gens vivent aussi longtemps et en aussi bonne santé, parce que l'idée c'est évidemment d'être en pleine forme. Donc ces zones-là sont des zones qui concentrent le plus de centenaires et super centenaires au monde. Et en fait, on note donc déjà 5 piliers qui les réunissent tous, même s'ils ont tous après leurs particularités. Mais un des piliers, c'est la géographie. Ce sont des zones qui sont extrêmement isolées, qui sont loin de tout, dans lesquelles il n'y a pas de pesticides, qui n'ont pas été touchées par la mondialisation, il y a des îles comme Ikaria en Crète, qui est une île carrément résistante, très communiste, qui ont leur propre Coca-Cola, qui fabriquent leur propre gaz, etc. Il y a aucun import extérieur. Donc en fait, les sols sont extrêmement protégés. On dit notamment que sur cette île et sur aussi Okinawa au Japon, les miels font partie des plus purs au monde parce qu'en fait, les abeilles ne peuvent pas butiner des plantes qui sont touchées par les pesticides parce que juste elles peuvent chercher autant qu'elles veulent, il y en a pas. Donc déjà, évidemment, cette raison-là, c'est éloigné de tout. C'est souvent des régions escarpées et ce sont aussi des régions très pauvres. Donc les gens cultivent à la main. N'ont pas de tracteurs, de camions, accès aux pesticides, à des graines aussi qui viennent d'ailleurs, des semences lointaines. C'est tout est fait à la main, tout le monde cultive et ça fait partie des raisons pour lesquelles les sols sont parfaits. C'est malheureusement en train de changer, mais étaient parfaits dans les zones bleues. Donc les sols qui sont de bonne qualité, ça donne aussi une alimentation qui est meilleure pour la santé, forcément. Bien sûr. Évidemment, les sols, surtout quand c'est fait avec cette conscience-là de circuit en fait. Donc évidemment, les déchets sont réutilisés dans la terre, les terres sont riches. Évidemment, ça peut que en fait ce sujet est très intéressant parce que c'est vraiment un cycle, c'est de la terre, même de la graine à l'assiette, en passant par tout le traitement de l'humain, de stockage, des transports, toute la chaîne. Si toute la chaîne est vertueuse, en plus d'un produit d'une bonne qualité, qui a, je vais peut-être en perdre certains, mais une énergie aussi peut-être plus puissante, on a évidemment des produits qui sont
plus intéressant pour la santé. Et surtout, si on parle de santé, ces zones-là sont des zones qui sont pas si faciles que ça au niveau du climat. Souvent sèches ou la terre trop riche en calcaire, etc. Et donc les plantes, pour survivre, vont devoir se battre et créer plus d'antioxydants, notamment pour être plus puissantes. Donc en fait, la qualité d'une plante qui vient de ces, ou d'une racine, d'une herbe, d'un légume qui vient de ces endroits-là est plus riche que dans un endroit où elle est complètement biberonnée. Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser aux questions de santé par l'alimentation, toi, personnellement? Alors c'est assez personnel parce qu'en fait j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite dans une ferme. On vivait la moitié du temps là-bas. Donc déjà j'ai très vite compris le lien entre l'alimentation et la nature. Et la vie aussi, ce que ça représentait que de manger un animal, c'était, vous avez vu vivant avant, naître, poussin, enfin grandir. Donc le prix de la vie m'est apparu rapidement comme quelque chose d'important. Et donc bon, il y a eu déjà toute cette connexion. Et puis ensuite, mon frère est devenu diabétique. C'est donc son pancréas s'est arrêté de marcher alors qu'il n'était pas gros, juste comme ça quand il avait 11 ans. Donc tout d'un coup, la santé dans notre famille est devenu quelque chose d'important, puisque on mangeait plus comme ça, comme on voulait. Il fallait faire attention à l'indice glycémique, au sucre rapide, au sucre lent, etc. Donc je pense que ça a vraiment commencé là, quand je me suis rendu compte que en fait l'alimentation pouvait lui faire beaucoup de mal ou beaucoup de bien. Et puis après, plus tard, j'ai commencé à faire des études de médecine. Et puis ensuite des études de naturopathie. Et j'ai co-animé des stages de jeûne et randonnée, donc le fait de ne pas manger ou très peu pendant 6 ans. Tu as pas mangé pendant 6 ans, ça fait voilà, long. c'est ça. Non, je les ai co-animés. J'ai fait maximum 2 semaines et demie. C'est une expérience. Évidemment, il y a des contre-indications. Il faut être en bonne santé, etc. Mais c'est assez dingue comme. C'est par le jeûne que je suis venue à à la cuisine. Ok, c'est paradoxal, mais bon, on y arrive par plein de manières. On y reviendra, et notamment sur comment quelle est ta philosophie avec la guinguette, les guinguettes que tu as montées et ton service traiteur ensuite, et comment tu mets la santé dans les assiettes. Jean-David Zetoun, dans ton livre Le suicide de l'espèce, tu expliques comment la société produit de plus en plus de maladies, tout en dépensant toujours plus pour essayer de les traiter, et en cause, la croissance économique, notamment. Concernant notre alimentation, quelles sont les plus grandes menaces qui poussent notre espèce vers un lent suicide ? L'alimentation, c'est une histoire qui est pas linéaire. Si on regarde il y a très longtemps, l'alimentation était pénurique. Donc avant au néolithique, par exemple, typiquement, ça a été pénurique. Donc en gros, depuis il y a 10-12 000 ans jusqu'au milieu du XVIIe siècle, l'alimentation, ça a été un problème. Ils faisaient des jeûnes intermittents sans savoir, quoi. Mais c'était excessif et les gens souffraient plutôt du manque d'alimentation que de l'excès d'alimentation. À partir du XVIIIe siècle à peu près, il y a eu des progrès de mécanisation de l'agriculture qui font que l'alimentation entre 1750 et 1950 a été une des 4 causes principales d'amélioration de la santé. Donc, il y en a d'autres, la vaccination en est une autre, l'assainissement en est une autre, mais l'alimentation, ça a joué un rôle difficile pendant l'Antiquité, le Moyen-Âge et même la Renaissance. Ça a joué un rôle positif à partir des Lumières à peu près. Depuis 1950, c'est plus la même histoire, et en particulier depuis 1970, parce que l'alimentation a commencé à s'industrialiser. Et donc l'alimentation s'est industrialisée au départ pour des raisons qui sont compréhensibles au minimum. C'est-à-dire qu'on avait une démographie mondiale en croissance, donc il fallait nourrir tout le monde de façon pratique et pas trop chère. Et du coup, alors pour ça a marché. C'est-à-dire que les gens ont pu remplir leur cuisine, le garde-manger avec des produits qui étaient préparables facilement, parce que les femmes commençaient à travailler, donc elles avaient moins de temps, et ça coûtait pas très cher et ça se conservait longtemps. Progressivement, on s'est aperçu de à quel point cette alimentation industrielle était mauvaise pour la santé. C'est difficile en fait de se rendre compte des effets positifs ou négatifs de l'alimentation pour les épidémiologistes, parce que les gens mangent des centaines ou des milliers d'ingrédients différents par jour, et donc faire des études cliniques pour comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, c'est très difficile. C'est encore plus difficile de comprendre ce qui est bon que de comprendre ce qui est mauvais. Pour comprendre ce qui est mauvais, on y arrive à peu près. Comprendre ce qui est bon, donc je rebondis sur ce que vous
vous avez dit, savoir pourquoi telle population de telle île est en si bonne santé que ça, on a énormément de mal. Évidemment, on hésite toujours entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. On pense que la génétique joue un rôle qui finalement est plutôt mineur et que c'est souvent les facteurs environnementaux et alimentaires qui sont importants, ce qui va, je pense, dans le sens de ce que vous avez dit, mais c'est très difficile à déterminer. En gros, pour répondre plus directement à votre question, quels sont les 3 facteurs qui sont, à mon avis, les plus péjoratifs dans l'alimentation? Il y a d'abord, de façon assez simple, le nombre de calories, donc l'apport énergétique direct des aliments. Il y en a trop, en particulier le sucre, pas seulement le gras, mais aussi le sucre. Parce qu'on a longtemps stigmatisé le gras, mais finalement le sucre est probablement pire que le gras, en fait. D'abord, il est addictif, alors que le gras n'est pas addictif. Et ensuite, effectivement, il apporte moins de calories, mais en fait, les industriels en mettent partout. C'est ubiquitaire. Voilà. Donc, le sucre, quand vous dites à des gens, ici, je pense que c'est pas trop la menace, mais quand vous dites à des patients qui ont un problème, pas forcément de poids, mais parfois d'autres troubles digestifs qui sont liés au sucre, c'est pas grave, il faut arrêter le sucre. Il y a une angoisse qui monte à la consultation parce qu'on a l'impression qu'on leur demande d'arrêter de fumer alors qu'ils fument 30 cigarettes par jour depuis 45 ans. Donc, les calories, ça c'est vrai. Et après, il y a 2 autres types de produits qui sont très mauvais pour la santé, et ça on s'en est aperçu beaucoup plus tard, c'est les polluants chimiques et la transformation. La transformation alimentaire, donc les produits ultra transformés, ont des effets mauvais pour la santé qui vont au-delà des calories. Pour le dire autrement, à nombre de calories égal, il vaut mieux un produit frais à un produit qui serait très transformé. Donc les produits transformés ou trop transformés ont des effets spécifiques sur la santé, notamment sur le foie et sur les muscles par exemple. Je vais passer la parole à Alexandre de Boréal Hygiène. Vous proposez une gamme de produits d'hygiène éco-certifiés depuis 3 ans, je crois. Des détergents doux, des nettoyants pour four, des produits pour la plonge aussi. Comment ces produits plus durables et plus respectueux aussi de la peau ont été accueillis par les restaurateurs, restauratrices? Est-ce que c'est d'eux qu'est née l'offre, ou est-ce que c'était plutôt la demande qui a généré la création de cette offre chez Boréal? Alors, pour cette gamme de produits qu'on a commencé à développer depuis 3-4 ans, il y avait quelques demandes, mais qui sont bien moindres comparées à aujourd'hui. Donc, pour les premiers retours qu'on avait eus, c'est vrai que le lancement des produits écologiques et éco-certifiés n'avait pas du tout le même rendu et les mêmes résultats que des produits qui sont, on va dire, classiques au niveau de la chimie. Plus C'est ça, décapant. plus concentré, parce que les doses n'étaient pas les mêmes, ça dépendait des machines, ça dépendait des utilisations. Mais au fil du temps, c'est une gamme qui s'est vachement améliorée, c'est vachement axé sur la performance, parce qu'on faisait beaucoup de retours à nos fournisseurs, et on avait beaucoup de retours de nos clients aussi. Et maintenant, on a quasiment 60-70% de nos demandes, c'est sur la gamme écologique justement, parce qu'il y a beaucoup plus de restaurateurs, d'hôtels, etc., qui sont engagés vers cette voie-là, ce qui est très bien, parce qu'il faut que tout le monde avance dans la même direction pour qu'on puisse mener à bien ce projet de sauver notre planète, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, vous cherchez aussi j'imagine, un département R&D à avoir de plus en plus de produits et à passer la majorité de vos produits en gamme éco-certifiée, ou comment ça se répartit entre les produits classiques et les autres? Alors, moi, je décomposerais ça en 2 parties. Donc, la partie consommable et usage unique, donc tout ce qui est papier, film étirable, sac poubelle, etc. Et la partie chimie. Pour la partie chimie, donc, on a exclusivement des fournisseurs français, donc qui sont à Rennes ou à Auxerre. Ça, c'est vraiment un point d'honneur qu'on met sur nos produits sur la partie chimie. Et après, pour la partie consommable, alors, ça dépend bien sûr des produits. Par exemple, le film étirable, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a forcément un petit peu de plastique que, par exemple, des lavettes qui peuvent être 100% recyclées. Mais on y travaille. On a je peux vous donner un exemple pour les éponges inox, donc les pailles de fer. Avant, c'était des produits entièrement emballés dans du plastique. Maintenant, c'est que du papier craft. Et on a réussi à trouver un fournisseur français qui le fait. C'est pour ça. Donc, on essaie vraiment de développer. Le but, c'est d'avoir quasiment, ce sera peut-être pas 100% parce que c'est en plein développement, mais minimum 80-90% de notre gamme qui soit éco-certifiée. Ouais. Et cette question du plastique dans les cuisines, elle est très importante. Enfin là, on est en train de faire plein de changements d'échelle, mais bon, ça fait partie aussi d'avoir les gros ordres de grandeur, et puis de parler aussi de manière très pratique aux restaurateurs et aux restauratrices qui sont nombreux et nombreuses dans l'assemblée et qui nous écoutent aussi sur le podcast, sur le Grid Écotable. Le film étirable, c'est pas anecdotique en cuisine, on en utilise beaucoup dans la partie traiteur également. Donc comment on fait pour réduire déjà le plastique
de ce film? Est-ce que c'est possible d'avoir une alternative? Et si oui, est-ce qu'on peut s'en passer, même à l'échelle, enfin à grande échelle dans la restauration et la restauration collective aussi? Alors, s'en passer aujourd'hui, c'est presque impossible. C'est un produit c'est quasiment le plus utilisé dans les cuisines, même pour les traiteurs, les hôtels, etc. Ah, c'est des kilomètres et des kilomètres de film plastique, quoi. C'est ça. Bah, quand on voit déjà qu'un rouleau classique, ça fait 300 mètres de long, enfin, c'est très demandé comme produit. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives qui existent aujourd'hui. Mais on est en pleine recherche. Je sais que nos fournisseurs aussi sont en pleine recherche. Donc, de toute façon, on travaille dans cette optique-là d'un produit recyclable ou éco-certifié ou biodégradable. Angèle, dans tes cuisines, tu utilises du film, ou t'as Non, mais trouvé des alternatives? C'est un bon point parce que évidemment, on a tous envie de faire mieux, mais il y a des contraintes aussi de législation et de loi auxquelles on est confronté. Et donc moi, personnellement, chez moi, j'ai vous savez, le papier avec de la cire d'abeille, mais dans le labo, on a du film plastique et on a enfin plein de trucs qui vont pas, et on aimerait évidemment, même si ce n'est que les planches à découper qui doivent être en plastique pour les cuisines, alors que évidemment chez nous on peut encore avoir du bois. Bref, il y a plein de contraintes comme ça. Et c'est super de voir que ça évolue, mais c'est très compliqué, surtout quand on fait des produits à usage unique. Enfin, par exemple, moi dans mon petit resto, on vend des lunchbox, etc. J'ai aussi une épicerie où on fait des produits. C'est hyper compliqué de trouver les meilleurs fournisseurs que j'ai trouvés. Le produit s'altère en quelques jours. Donc on est encore au début de quelque chose, c'est dur de se battre, évidemment ça coûte plus cher et tout ça, mais voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis pas parfaite du tout et que chez moi il y a du corps du plastoc. Non, mais c'est aussi l'évolution et voir comment on peut changer et trouver des bonnes pratiques. Je crois que c'est le chef Mauro Colagreco à Menton qui a réussi à complètement bannir le film étirable de son restaurant et qui fait différemment, qui utilise beaucoup plus d'inox, beaucoup plus de bacs en fait dans lesquels il met les préparations. Et c'est aussi changer plein d'automatisme en fait dans les cuisines. Il y a aussi les poches sous vide, et ça j'en parle aussi parce que ça fait écho à une campagne en ce moment et à des choses dont on parlait avec les PFAS et les polluants éternels, et ça pourra aussi être commenté par toi, Jean-David, sur ces polluants et sur les transferts aussi de plastique qui peuvent exister entre la nourriture et les contenants, notamment quand il y a des préparations grasses, des préparations acides, des préparations chaudes. Est-ce que on commence à en prendre conscience dans les cuisines? Est-ce que tu vois un changement, Gel, là-dessus? Comment tu le fais aussi? Après, j'ai l'impression que là, le travail se fait peut-être plus pour les particuliers, parce que dans les cuisines, on a souvent des produits avec des matériaux bruts qui s'abîment moins. Et on sait gérer, enfin je sais pas, mais on n'a pas de plaques anti-adhésives, enfin de casseroles anti-adhésives dans nos cuisines. Fenel. On peut avoir du cuivre, de la fonte, enfin fonte et le fer c'est peut-être un peu lourd, mais de l'inox, des cocottes en fonte émaillée, de la céramique, enfin plein d'autres choses. Mais ça c'est sûr que moi c'est plus par rapport au film plastique et au Tupperware que les PFAS, les polluants éternels m'ont vraiment alerté, parce qu'en effet, il y a une migration du plastique, surtout quand on met du chaud, de l'acide et du gras qui s'effectue, et surtout avec la répétition, parce que le produit s'altère et donc il y a plus de migration. Donc t'as fait une vidéo récemment pour expliquer quelles sont les alternatives aux poêles, justement aux revêtements anti-adhésifs qui sont donc qui contiennent ces fameux PFAS, les polluants éternels qui sont en fait qui contaminent 100%, c'est ça, de la population. On est tous contaminés, comme le disait Camille Etienne. C'est un peu flippant. Il y a des solutions, mais c'est des pollutions qui, par définition, par nature, restent longtemps dans les corps et dans l'environnement. Donc, tu nous as cité quelques exemples de matériaux plus sains, plus neutres. Oui, alors je sais pas si parmi vous il y en a encore qui ont des plaques en téflon, enfin des poêles en téflon, mais c'est vrai que vraiment si vous pouvez vous en débarrasser, les emmener on est en train de chercher justement des réseaux pour les recycler, parce que tout le monde est en train de les jeter, mais il faut aussi savoir comment ils sont traités après. Bref, mais le mieux donc c'est d'investir dans en France. En plus, on a la chance d'avoir des grands producteurs de plaques pourquoi je dis plaques, de poêles, de cocottes, de faitous,
beaucoup de cuits vapeur de bonne qualité qui sont vraiment 100% français. Le Creuset, Christelle, enfin Bauer, il y en a plein. Et donc les alternatives coûtent plus cher. Ces poêles-là vont coûter beaucoup plus cher. En revanche, leur durée de vie est éternelle. C'est ça l'avantage, c'est que finalement, au bout du compte, ça revient moins cher si on fait une petite calcul à la fin de notre vie, parce que les poêles en téflon ont une durée de vie de 3 à 5 ans si on y fait très 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 attention. Et dès qu'on les chauffe trop, qu'on utilise un matériel en inox ou en fer pour le travailler, on enlève déjà le petit revêtement. Et en fait, le gros problème, c'est les composants fluorés qui permettent de coller le revêtement et l'aluminium qui va répartir la chaleur. Et ça, dès qu'on l'a un peu touché, ça devient vraiment du poison. Et on sait aujourd'hui, c'est prouvé, que ce sont des perturbateurs endocriniens qui vont, donc pour imaginer aussi pour nos enfants qui sont en pleine croissance, etc., mais pour tout le monde, qui vont, enfin, peut-être que docteur vous en parlerez mieux que moi, mais qui vont altérer donc tout notre système hormonal et qui peuvent être responsables de problèmes long terme pour les femmes enceintes déjà, mais aussi pour les testicules, les seins et tout ça, enfin tous les problèmes hormonaux qu'on peut retrouver. Donc les alternatives, c'est évidemment l'inox, la fonte, vous savez, les grosses cocottes en fonte que nos grands-mères ont gardé. Le problème de la fonte et du fer, c'est que c'est très lourd. Le verre, la céramique, le cuivre. Le problème du cuivre, c'est qu'il marche pas avec l'induction et que ça coûte assez cher. Mais en fait, on va juste les utiliser autrement que nos poêles avec un revêtement anti-adhésif qu'on met, on allume et on balance les trucs. On va mettre un peu plus de conscience. Et par exemple, pour les poêles en inox, on va chauffer doucement. On ne met jamais au maximum de nos plaques ou au maximum de notre feu. On commence à chauffer doucement. Et ensuite, en ce qui concerne l'inox, on va pouvoir faire le test de la goutte d'eau. C'est un phénomène, vous savez, où quand on jette une goutte d'eau sur les poêles, soit elle s'évapore, soit elles deviennent un peu plates, soit elles perlent. Et quand elles perlent, je sais pas si vous avez déjà remarqué, ça fait des petites perles qui ne s'évaporent pas et qui dansent sur la poêle. Et là, c'est le bon moment. Ça veut dire que la poêle est à 160 degrés et c'est le moment idéal pour mettre vos viandes, vos légumes, ce que vous voulez, et que ça n'accroche pas. Donc ça, c'est vraiment un truc, quand on a compris le twist, ça marche et ça n'accroche pas. Et sinon, pour la fonte et la fer, on va culotter. Donc le culottage, on nettoie à l'eau chaude et ensuite on va mettre une huile qui a un point de fumée élevé, comme l'huile de colza, l'huile de coco si on veut, l'huile d'olive, les graisses animales aussi. On va mettre ces huiles-là et on va laisser chauffer, pas très fort, mais si votre plaque vont jusqu'à 10, vous laissez juste à 6 ou 7 pendant 7-8 minutes. Et ensuite, vous allez rincer et là, votre culottage va être fait. Vous pourrez ensuite réchauffer un petit peu. Enfin, vous avez peut-être plus d'infos que moi, mais une fois que cette fine pellicule de gras est sur votre poêle en fonte ou en fer, vous allez la conserver et ça peut rester toute la vie. Il faudra faire attention de pas utiliser encore une fois des ustensiles en fer, mais ça c'est des conseils qui sont importants aussi à communiquer, sur lesquels en fait c'est aussi des bonnes pratiques qu'on a perdues, que faisaient nos grands-parents aussi, qu'utilisaient avec des pratiques un peu qui relèvent du bon sens et qu'on a perdu. Jean-David, pour revenir à une échelle un peu mondiale, avec l'œil de l'épidémiologiste que tu es, tu me disais que parmi les menaces, donc l'alimentation et la pollution font partie de celles qui sont les plus importantes de notre siècle, et donc les pollutions, les PFAS en font partie. De quel œil tu vois ça, et dans quelle mesure il y a encore un espoir quant au fait de pouvoir s'en débarrasser? Non, l'espoir, je saurais pas répondre, mais les grands risques du XXe siècle, en tout cas dans l'esprit des gens, c'est le tabac et l'alcool. Et le tabac, c'est entre 7 et 8 millions de morts par an. Chaque année, dans le monde, il y a 61 millions de morts à peu près. Donc, le tabac, c'est entre 7 et 8, selon qu'on rentre les fumeurs passifs ou pas. Et l'alcool, c'est à peu près 3 millions par an. La pollution, au sens large, c'est 9 millions de morts. Donc, c'est le premier risque environnemental mondial, très, très, très loin aujourd'hui devant le changement climatique. Le changement climatique aujourd'hui n'est pas un gros risque épidémiologique. On s'attend à ce qu'au milieu du siècle, ça devienne le cas. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça fait pas beaucoup de morts par rapport à la pollution.
Et dans ces 9 millions, on ne sait pas trop comment faire entrer les polluants chimiques parce que c'est très très difficile de mesurer les morts qui sont attribuables à ça. Donc en fait, il y a surtout les morts liées à la pollution de l'air et à la pollution intérieure au foyer. La pollution intérieure au foyer, ça baisse dans le monde parce que le développement des pays pauvres fait qu'il y en a de moins en moins. Par contre, la pollution de l'air, ça baisse dans les pays riches, mais ça augmente dans le monde en raison du développement des pays pauvres qui, aujourd'hui, ne savent pas se développer sans augmenter leur pollution extérieure. Ça a peut-être changé, mais aujourd'hui, c'est encore le cas. L'alimentation, Sauf c'est qu'ils ont une responsabilité historique qui est quand même qui est bien minuscule, moindre. exactement. Et donc, il faut bien qu'ils se développent. Et aujourd'hui, quand on les laisse se développer, comme ils se développent surtout aux fossiles, bah, ça cause plus de pollution extérieure pour eux. La pollution chimique, on ne sait pas trop parce que c'est complètement ubiquitaire et parce qu'il n'y a pas un GIEC de la pollution chimique, donc il n'y a pas vraiment un système de surveillance mondiale du nombre de morts. Il y a des évaluations pays par pays, mais c'est très difficile de savoir. Comment tu expliques qu'il y ait une telle disparité entre les traitements du changement climatique avec un consortium scientifique, enfin enfin voilà, ce groupement scientifique et que ça n'existe pas, qu'il n'y ait pas d'équivalent sur les questions de la pollution? Probablement parce que pour les dommages sur la santé de la pollution chimique, c'est de reconnaissance peut-être un peu plus récente. Hein. Le GIEC, ça a été créé à la fin des années 80, je crois que c'est 88 ou 89, sur un sujet qui était pas mal connu depuis 10 ans, donc ça fait plus de 40 ans. Les polluants chimiques, ça fait plutôt 15-20 ans qu'on sait, et encore, il y a beaucoup de négationnisme par rapport à ça, ou de scepticisme, qui est pas justifié évidemment, mais qui fait du mal. Donc ça, c'est une première explication. Et puis après, bon, il y a d'autres explications que moi, je suis pas capable de donner sur pourquoi un problème environnemental ou de santé va monter tout en haut de l'agenda ou pas. Le problème de ces polluants, c'est que ça cause des maladies courantes, ça cause des maladies cardiovasculaires, des cancers, et donc c'est pas quelque chose qui attire particulièrement l'attention. Les perturbateurs endocriniens, ça commence un peu à être reconnu, mais pour autant, est-ce qu'il y a une réaction mondiale contre ça? Je ne crois pas, justement. Et il faut reconnaître que ce serait extrêmement difficile de réagir par rapport à ça, à tel point c'est systémique. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est une très bonne chose de faire sortir les poêles en téflon de chez soi, il n'y en a pas chez moi. Mais après, ça ne va pas changer le fait que l'ensemble de notre milieu est contaminé et qu'on ne sait même pas par où commencer, tellement c'est ubiquitaire. Du coup, premièrement, c'est très difficile. Deuxièmement, le nombre de morts par an, on n'est pas capable de le dire. Troisièmement, pour répondre quand même aussi à la question, l'alimentation, pour ce qui est de l'obésité, par exemple, c'est à peu près 5 millions de morts par an. Donc, c'est moins que les autres, mais c'est en croissance à l'échelle mondiale de façon à peu près incontrôlée. Et dans tous les pays. Et c'est en décroissance dans pratiquement 0 pays du monde. Il y a eu une évaluation récente dans Lancet qui a dit qu'il y avait 9% des pays dans lesquels l'obésité était en décroissance, dont la France, mais cette évaluation est très contestée. Et en France, elle se base sur la cohorte Constance, qui est une cohorte qui est extrêmement sélectionnée avec des gens qui font déjà très attention. Donc on n'est pas sûr que ce soit représentatif de l'ensemble de l'échelle du pays. Donc effectivement, je pense que la pollution au sens large et l'alimentation sont les risques les plus problématiques à l'échelle du monde, à la fois à cause de la taille de leur impact et parce qu'ils ne sont pas en décroissance. Le tabac est en décroissance. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu aussi un changement de paradigme et des mesures très très drastiques d'un point de vue parce que le tabac a été pris en charge, non pas correctement par les gouvernements, mais au minimum décemment, et au moins ça a le mérite de baisser. Donc le nombre de cigarettes fumées augmente dans le monde, mais la proportion de la population qui fume est en baisse, et encore c'est en baisse de quelques pourcents par an maximum, avec des politiques qui sont quand même assez sévères, mais qui pourraient elles aussi aller beaucoup plus loin que ça. Tu penses que dans quelques années on verra de la même manière les campagnes des géants du sucre, comme on voyait celle des géants de la cigarette dans les années 50, par exemple? Factuellement, ils ont repris les méthodes qui ont très bien marché, et ça a très bien marché pour eux. Donc ça a très bien marché pour le tabac jusqu'au milieu des années 60. À partir du milieu des années 60, il y a eu une prise de conscience sur le tabac avec le rapport du Surgeon General aux États-Unis 1964, et c'est le pic de la consommation de tabac aux États-Unis. Vous savez que les Américains ont tout raté pour la santé, sauf 3 choses, dont le tabac. Ils fument moins que nous. D'ailleurs, quand ils viennent en Europe, ils disent c'est bizarre, vous fumez. Alors eux, ils fument pas beaucoup, c'est vrai. Et donc 64, c'est le moment où il y a la décroissance du tabagisme aux États-Unis, et c'est le moment où il y a eu des politiques anti-tabac ça s'est disséminé un peu dans plusieurs pays du monde, même si en Europe, on a été en retard par rapport à ça, parce qu'on a une attitude assez conservatrice et on aime fumer, c'est comme ça. Il est clair que les géants de l'alimentation, comme les géants du numérique, ont
utiliser exactement les mêmes méthodes pour propager du doute sur les méfaits de l'alimentation ou sur les méfaits des écrans que les géants du tabac, avec le même succès. Et aujourd'hui, on est en train doucement de s'en prendre à eux, et donc ils passent par les mêmes étapes, mais avec 40 ou 50 ans de retard que les géants du tabac, qui maintenant n'essayent même plus de faire semblant. Les géants du tabac, aujourd'hui, n'essayent plus de dire que le tabac est bon pour la santé, alors qu'il y a une période où c'était le cas, ils le disaient. Comment, Angèle, on peut faire passer ces messages et essayer de lutter contre l'obésité, les maladies de civilisation liées à l'alimentation sans avoir un discours moralisateur? Parce que j'ai l'impression que c'est pas ce que tu propages, alors que voilà, avec une posture urbaine qui s'adresse à une population un peu bobo, enfin on pourrait se dire ok. Elle va nous dire les choses que, enfin, on n'a pas envie d'entendre ça, ou en tout cas pas ces messages-là. Comment t'arrives à le faire sans pointer du doigt et sans exclure? Bah, alors déjà, je sais pas si j'y arrive vraiment, mais en tout cas, à ma petite échelle, j'essaie vraiment de faire passer les choses par la joie et par la conscience, plus que parce que sur moi ça marche pas. Quand on me dit fais pas ça, c'est pas bien, tu vas machin, c'est trop. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un impact physique quand on. J'ai lu ça récemment sur l'écologie, que quand il y a trop de messages anxiogènes, les gens lâchent carrément. Alors que quand on passe par l'explication, qu'on montre les alternatives, qu'on montre que ça peut être joyeux aussi, et puis on l'évoquait ensemble, il y a un aspect qui n'est pas encore quantifié, il n'y a pas encore d'unité de mesure, mais de la joie personnelle, la richesse personnelle que c'est de faire du bien à la planète, à soi, aux gens qui nous entourent, par des principes simples et de bon sens. Et donc voilà, parce que ma philosophie, c'est de on peut faire beaucoup avec la haine et encore plus avec l'amour. Donc c'est d'essayer de faire passer les choses par la joie. Super, merci Angèle. Je vous invite à lire à la fois les livres d'Angèle et en même temps Le suicide de l'espèce, de faire des allers-retours pour être à la fois flippé et en même temps d'avoir envie de continuer de manger. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, au public qui nous a suivis pendant toute cet après-midi. Merci à la technique qui a été là aussi, sans qui on n'aurait pas pu être aussi confortable tout l'après-midi. Merci beaucoup à Grande Contrôle qui nous accueille. Merci à Écotable. Tous les génériques qu'on a entendus entre les scènes a été fait par le groupe Le Caribou Volant, qui fait aussi le jingle sur le grill d'Écotable, le podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous laisse maintenant en compagnie de Fanny Giancetto qui va reprendre la main pour la suite des festivités. Passez une excellente soirée et un super palmarès des tables engagées par Écotable. Merci beaucoup. L'écologie dans ton assiette. Écotable. Les militants s'invitent à table.